L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto. Non, Louis-Philippe n'est toujours pas revenu. On le cherche en fait. On se demande il est où. Ça fait 3 semaines qu'il nous fausse compagnie. D'après moi, il boude. Alors, on verra s'il est là la semaine prochaine, mais en attendant, on est deux. Voilà. On est deux en compagnie de Hugues Gonneau, qui va nous entretenir, Hugues, sur la Renault Alliance. C'est une encore. Oui, c'est ça. Mais encore. Alors, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais une voiture qui est un peu américaine, beaucoup française, qui est restée sur notre marché pendant 5 ans à peu près. À peu près. Mais qui a eu un impact significatif dans les années 80 chez nous. Mais tout d'abord, on va parler de ce véhicule qu'on attendait depuis longtemps. Le Nissan Rogue, qui finalement est un hybride rechargeable, emprunte sa technologie au Outlander PHEV. On n'est pas surpris, sauf que c'est pas un Nissan Rogue. Il emprunte pas juste sa technologie. Ben c'est ça, vas-y donc. Non, regarde, c'était juste pour aller dans le sens où tu vas. Alors, c'est pas compliqué. Si vous n'aimez pas le look du Outlander, vous n'aimerez pas celui du Rogue. Et pourquoi? Parce que c'est exactement le même véhicule. Pareil. Ils ont changé les logos. That's it. On se serait attendu à ce qu'on intègre la technologie du Outlander PHEV dans le Rogue qu'on connaît, d'autant que c'est la même structure, la même plateforme. Absolument. Mais on a décidé de laisser tomber tout ce qui s'appelle engineering, recherche et développement. On a juste fait du rebadging comme les Américains ont fait pendant des décennies. Dans leurs pires années. Oui, là, et ça donne ça. Et on se demande, en fait, à ce point, pourquoi est-ce que Nissan se lance dans cette aventure? Bon, évidemment, on se plaint depuis un certain temps du fait que le Rogue régulier a une seule motorisation 3 cylindres qui est pas super convaincante. Non. Mais c'est un véhicule qui est en fin de carrière, qui sera complètement redessiné pour l'année modèle 2027 et qui, à ce moment-là, proposera la technologie e-Power, qui est l'hybride maison de Nissan et qui est une technologie qui semble avoir fait ses preuves à l'échelle internationale, bien qu'elle ne soit pas encore offerte chez nous en Amérique du Nord. Essentiellement, ce que c'est que c'est un petit moteur à combustion qui va se charger d'alimenter une batterie qui va acheminer sa puissance à un moteur électrique qui, lui, va faire tourner les roues de ce véhicule-là. Une technologie qui ressemble un peu à ce qu'on avait, par exemple, dans une Chevrolet Volt, à la différence que c'est pas un véhicule branchable. C'est ça. Et ça semble être intéressant et fiable. Alors, ça augure bien pour la prochaine génération du Nissan Rogue, mais on a décidé chez Nissan d'arriver cette année avec une technologie hybride rechargeable alors que les subventions disparaissent, alors que la demande n'est plus nécessairement au rendez-vous. Les ventes d'Outlander PHEV, d'ailleurs, ont chuté de près de 50% en 2025 par rapport à 2024. J'ai pas les chiffres exacts entre les mains, mais si les chiffres de vente de Mitsubishi dégringolent en 2025, c'est uniquement dû au fait qu'on ne vend que très peu d'Outlander PHEV par rapport à l'année passée. Bon, il y a aussi la Mirage là, qui disparaît, mais évidemment que l'Outlander PHEV, c'était non seulement le véhicule à volume, mais aussi le véhicule le plus profitable. Exactement. Alors, ça fait mal à Mitsubishi. Et là, Nissan, histoire de donner un petit poignard dans le dos à Mitsubishi, a décidé de prendre le même véhicule et de le vendre dans sa salle de montre. Ce qui veut dire qu'il y a des Outlander PHEV qui vont se vendre encore moins parce qu'il y a certains clients qui vont préférer aller chez Nissan pour acheter encore une fois, exactement le même produit. C'est-à-dire le même véhicule avec 3 rangées de sièges plutôt que 2, avec une autonomie annoncée à 61 km en tout électrique, avec une mécanique qui fait 248 chevaux. Quand je vous dis que c'est le même véhicule, c'est exactement le même véhicule. C'est exactement ça. Vous installez à bord, à part le logo sur le volant, vous allez n'y voir que du feu.
Et c'est d'une tristesse parce que ce n'est pas un Rogue, c'est un Outlander. Et je pense que s'il y a un constructeur qui mérite de garder ses clients pour soi, c'est bien Mitsubishi qui fonctionne à contre-courant depuis plusieurs années avec une gamme de véhicules minimalistes. C'est comme si on se faisait mal à l'intérieur d'un même groupe. Bah, c'est vrai que c'est une solution qui est bizarre. Ça sent le stop-gap, comme tu l'as dit. Le Rogue va être renouvelé en 2027. Mais franchement, ce genre de solution-là, dans l'histoire de l'automobile, ça n'a jamais vraiment marché. Je vois pas quel est l'intérêt de Nissan de sortir un modèle avec des coûts de marketing, des coûts pour former les mécaniciens, faire venir de la pièce, etc. Ouais. Alors qu'ils vont en vendre une poignée. Oui, parce que ça va coûter de l'équipement. Voilà. Ça va coûter de l'équipement. Bon, est-ce qu'au final, on va considérer que Mitsubishi a produit plus de Outlander PHEV et que ça permet d'en vendre davantage dans un contexte où les ventes sont en baisse? Il y a peut-être un peu de ça. Mais parce qu'on peut imaginer que ça pourrait permettre, en nombre d'unités absolues, d'aller chercher des parts de marché, par exemple, par rapport à Toyota qui arrive avec son RAV4 PHEV là, d'ici quelques mois. Mais il en demeure pas moins que les concessionnaires Mitsubishi au Canada n'avaient pas besoin de ça, d'avoir un compétiteur de plus, un compétiteur qui est exactement le même véhicule, parce que là, tu n'as pas d'argument. Là. Non. L'argument, c'est le vendeur. Oui, exactement. Et il y a une information qui me reste à valider, en fait. Ça, faudrait double vérifier. Mais est-ce qu'on a la garantie de Mitsubishi ou est-ce qu'on a la garantie de Nissan? Parce que Mitsubishi a cet avantage d'avoir une garantie de 5 ans, alors que chez Nissan, c'est 3 ans, 60 000. Alors, à vérifier. C'est ce que je pense. Mais c'est un petit peu triste de voir à quel point il n'y a eu aucun effort de fait pour que ce véhicule-là soit un Nissan et non pas un authentique produit Mitsubishi. On a vu aussi, on a appris cette semaine que le constructeur Mazda, qui a fait face à un lamentable échec au niveau des véhicules électriques chez nous au Canada, encore plus aux États-Unis en fait. Là, encore une fois, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça me rappelle évidemment un article que j'ai signé sur le site du Guide de l'Auto il y a quelques semaines et que vous pourrez aller reconsulter. J'avais constaté que le seul concessionnaire Albi Mazda, qui est sur la rive nord de Montréal, à Mascouche, avait vendu l'équivalent de 80% des unités totales de MX-30 qui s'étaient vendues aux États-Unis. Alors, en nombre absolu, on a vendu au Canada, on a vendu au Québec pratiquement plus de MX-30 qu'aux États-Unis en nombre total absolu. C'est des chiffres qui sont complètement ridicules. Là. Aux États-Unis, c'est pas compliqué. Il y a que la Californie qui a accepté de vendre ce véhicule-là pendant à peu près 1 an et demi, puis on a tiré la plug. Et il y a des concessionnaires qui n'en ont même pas eu un. Alors, c'est vous dire à quel point les dés étaient pipés d'avance, là. Alors que chez nous au Canada, et particulièrement au Québec, on a poussé la note un peu plus loin. On a gardé le produit sur le marché 1 année de plus. Et ça fait en sorte que Mazda a écoulé un peu de véhicules électriques chez nous et que lorsqu'on croise un MX-30 sur la route, c'est drôlement moins rare que de pouvoir le faire en Californie. Si vous croisez un MX-30 en Californie, c'est pas peu dire, là. Achetez-vous un 649. Pour vrai. Oh, c'est vraiment ça. Mais ici, on en a vendu un peu plus et Mazda, en abandonnant ce produit-là, abandonnait évidemment le monde des véhicules électriques. On n'a que les CX-70 et 90 qui sont hybrides rechargeables, mais ça s'arrête là. Sauf que le constructeur Mazda, en collaboration avec un fabricant chinois, a développé la EZ6, la EZ6 d'abord, la berline, qui est une voiture qui succède en quelque sorte à la Mazda 6, mais destinée uniquement au marché chinois. Une voiture très belle d'ailleurs. Oui, absolument. Mais ce n'est pas un authentique produit Mazda, c'est-à-dire que c'est un design Mazda, mais avec une technologie qui est développée par un conglomérat chinois et on s'est associé pour vendre ce véhicule-là sur le marché chinois. Et on a fait le même exercice avec le EZ60, qui est l'équivalent VUS de ce même véhicule-là. Sauf que là, ce qu'on apprend, c'est qu'on est en train de faire des tests sur le marché américain pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de commercialiser ce véhicule-là, peut-être en Amérique du Nord. Bon, là, évidemment, le gros obstacle, c'est le fait qu'il soit fabriqué en Chine. Alors, on oublie ça pour les États-Unis et jusqu'à nouvel ordre, on oublie ça pour le Canada aussi. Mais en étudiant le produit, ça veut dire que Mazda prend quand même l'électrique au sérieux et tente de trouver des alternatives pour pouvoir aller jouer dans ce territoire-là. Parce que là,
on va se le dire, la plupart des constructeurs ont un ou deux VUS électrifiés sérieux dans leur gamme. Là. Oui, tout à fait. Oublions Honda. On va arriver chez Honda avec un véhicule prochainement. Mais si on regarde du côté de chez Toyota, de chez Nissan, les constructeurs japonais, on a déjà des joueurs. Évidemment, les Coréens, on les compte plus. Il y en a énormément. Chevrolet en a, Ford en Exactement. a. Stellantis, non. Ah oui, on a un Wagoneers, un Wagoneer S, mais ce n'est pas nécessairement... Bref, il y a de plus en plus de véhicules électrifiés qu'on retrouve sur le marché et Mazda a besoin de ramener un véhicule électrifié pour pouvoir stabiliser sa condition. Faut pas oublier que en 2026, au Québec, il faudrait vendre 32,5 % de véhicules 100% électriques pour rencontrer les normes du gouvernement. Et année à date, en 2025, on est à peu près 14 % de véhicules électrifiés. Là. Ça prendrait ce qu'on appelle, en termes techniques, un miracle. Oui, ça prend un miracle. En fait, l'objectif pour 2025, c'est 22 %, on est à 14 %. Donc déjà là, on n'est pas là. Et 2026, ça sera encore pire. Est-ce que le gouvernement va revoir ses cibles? Possible. Je suis pas dans les petits papiers du gouvernement, mais à mon avis, ils n'auront pas le choix. Mais en même temps, on prend encore un festival de mauvaises décisions au gouvernement. Et ça m'amène à parler de notre troisième sujet, un petit truc que j'ai découvert la semaine passée. En fait, sur le site du gouvernement du Québec, depuis peu, on peut lire que on a modifié les règles d'admissibilité pour les véhicules électriques éligibles aux subventions. Mm-hmm. Alors, la subvention actuelle est de 4 000 taxes incluses, 3 479 plus taxes. Elle baissera de 50 % au 1er janvier 2026, donc ça sera 2 000 $. Mais évidemment que les constructeurs automobiles ont joué sur les mots, ont profité des failles ou des avantages de ce que proposaient les subventions en amenant effectivement des véhicules dont les prix plafonnaient à 54 999 $ pour une voiture, 64 999 $ pour un VUS. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les constructeurs transforment leur voiture en VUS du jour au lendemain. Là, tu sais, une Nissan Leaf, là, on nous vend ça comme un VUS aujourd'hui. Oubliez ça, là. C'est juste que les plafonds sont plus hauts. C'est un petit peu capillotracté, comme on dirait. Ben oui. Mais on nous vend ça comme un VUS, alors que on va y revenir un peu plus tard, mais la Leaf, c'est une voiture plus petite que celle qu'on vient remplacer. Alors, je sais pas comment on peut qualifier ça de camion, mais enfin bref. Toujours est-il que le plafond est à 64 999 $ pour un véhicule électrique. Mais on pouvait, à cette facture, ajouter des groupes d'options qui faisaient grimper le prix total du véhicule bien au-delà de la limite des subventions. Donc, par exemple, un constructeur comme Hyundai est arrivé avec un Ioniq 9 sur le marché et a offert des groupes d'options permettant d'aller chercher des véhicules jusqu'à 83 000 $ avec un Ioniq 9 et le véhicule était toujours éligible ou admissible. Alors, le gouvernement qui s'est fait... en fait, il y a des fonctionnaires au gouvernement qui se sont fait demander de gratter les fonds de tiroir, clairement, là, et on a décidé de passer une nouvelle règle qui a été mise en application le 10 novembre, sans qu'on l'annonce à personne. Il y a eu un communiqué qui a été envoyé aux gens de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec le 5 novembre, alors 5 jours avant l'application de cette nouvelle règle. Et cette nouvelle règle stipule qu'un véhicule auquel on va ajouter un groupe d'options ou un élément mécanique ou technique qui fait en sorte de modifier les performances ou le rendement du véhicule, c'est une option qui vient s'ajouter au prix ou au PDSF, faisant en sorte que le véhicule ne se qualifie plus. Ce que je trouve logique. Je vais être bien honnête, parce que de subventionner un véhicule de 80, 90, 100 000 $, à un moment donné, ça, à mon sens, ça n'a pas de sens. Et ma phrase n'en avait pas plus. Mais si, ça passe. C'est ça. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des fonctionnaires qui ont flagué, si vous me permettez l'expression,
quelques véhicules. On a trié sur le volet. On a voulu faire le ménage dans les véhicules où, justement, les constructeurs avaient pris avantage de la situation pour finalement en arriver à la conclusion suivante. L'Ioniq 6, dans sa version Ultimate, plusieurs versions de l'Ioniq 9, plusieurs versions du Kia EV9, les Lexus RZ et NX 450H+, avec des groupes d'options, de même que certains produits Volvo, là, la S60 et le XC60 PHEV, ben finalement n'étaient plus admissibles au crédit. Alors ça, c'est essentiellement les 4 constructeurs qui sont touchés et qui, du jour au lendemain, voient leur véhicule être retiré de la liste des véhicules admissibles pour une subvention. Bon, dans le cas des PHEV, c'est une subvention partielle, et dans le cas des 100% électriques, c'est une subvention totale. Et moi, j'ai trouvé ça curieux. Bon, d'une part, qu'on décide de faire ça et de mettre la date en vigueur au 10 novembre. Pourquoi ne pas l'avoir fait au 1er janvier alors qu'on sait qu'on retire les subventions ou on coupe les subventions de 50%? Et deuxièmement, pourquoi avoir fait ça, ne pas l'avoir dit à personne? Les concessionnaires ont des véhicules en stock, ont commandé en connaissance de cause. Tu sais, on a des stocks chez Hyundai, par exemple, d'Ioniq 9 avec des groupes d'options. Est-ce qu'on aurait fait les mêmes commandes avoir su? C'est clair que non. C'est clair que non, bien sûr. Mais bon, à partir du moment où tout le monde est sur le même piédestal, même si tu considères que la décision a été prise de façon hâtive et non réfléchie, ben tout le monde est sur le même piédestal. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que quand tu commences à analyser chacun des véhicules qu'on retrouve sur le marché, ben, il y a encore plusieurs produits qu'on peut se procurer chez les concessionnaires en ajoutant des groupes d'options, des couleurs qui sont offertes en supplément, des motorisations plus performantes qui se qualifient toujours. L'exemple le plus flagrant là, qui me vient en tête, c'est la Dodge Charger. Parce que la Dodge Charger, alors non seulement la version RT, évidemment je parle de la Charger Daytona, l'électrique, alors non seulement la version RT n'est plus disponible au catalogue, même si on continue de l'afficher sur le site web du constructeur, mais le seul groupe d'options pour passer à l'ensemble Scat Pack ou le Stage 2, ben, ça fait grimper la facture de 32 000 $. Alors, vous passez de 54 990 à plus de 80 000 $. Et là, vous pouvez encore ajouter des options individuelles installées en usine permettant de pousser la facture jusqu'à 107 000 $. Et le véhicule se qualifie toujours. Alors, un Ioniq 9 de 72 995, ça se qualifie plus. Mais une Charger de 107 000, pas de problème. Et des exemples comme ça, je peux vous nommer le Mercedes-Benz GLC 350e. J'ai répertorié en fait plusieurs produits. Là. Cadillac, l'optique dans certaines versions, et je parle pas de l'optique V, lui ne se qualifie pas, mais il y a plusieurs modèles dans l'industrie comme ça qui viennent se qualifier et qui ne devraient pas pouvoir le faire. C'est un sérieux manquement de la part des fonctionnaires du gouvernement parce que là, tu as des véhicules qui ont soudainement un avantage sur d'autres. Dans un marché où on n'a vraiment pas besoin de ça, déjà qu'on a joué avec le portefeuille des concessionnaires et de l'industrie à de multiples reprises en prenant des décisions de sans dessein à la dernière minute, aussi du côté du fédéral, là, soit dit en passant, là, ben, je pense que là, l'industrie ne méritait pas ça. Alors, faites vos devoirs comme du monde ou faites-les pas du tout. Moi, c'est le message que je passe parce que 4 constructeurs soient pénalisés au détriment de d'autres qui ne le sont pas, en ce qui me concerne, c'est inadmissible. Tu sais, tu peux pas... Je pense au Genesis GV60 de 71 000 $ qui se qualifie pas et à la Dodge Charger qui se qualifie. Ça n'a aucun sens. Jeep Grand Cherokee, d'ailleurs, se qualifie encore lui aussi. Un 4XE, peu importe le groupe d'options que vous allez sélectionner, ça passe. Alors, est-ce qu'on a décidé... Tu sais, puis on peut se poser la question, là. Est-ce qu'on a décidé de faire un passe-droit aux constructeurs américains qui fabriquent des véhicules au Canada? Parce que, bon,
J'ai pas vérifié si on avait joué dans la liste des Lightning ou dans la liste des Mackie, pour être honnête. Mais si on octroie encore des crédits pour certains Cadillac optiques, le Grand Cherokee 4XE et la Charger, ben, ça donne un peu l'impression qu'on donne avantage à des constructeurs qui fabriquent des véhicules au Canada. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Lexus fabrique aussi des véhicules au Canada, effectivement, mais on n'est pas en situation de fermeture d'usine. Bon, là, après ça, est-ce qu'ils ont poussé leur réflexion aussi loin que ça? Je pense que c'est de leur donner beaucoup de crédit. Moi, j'ai juste l'impression qu'on a juste bâclé le travail, qu'on a omis d'aller vérifier sur le site de certains constructeurs automobiles quels étaient les prix réels de plusieurs modèles et ça a donné la liste qu'on a là. Alors, on a éliminé quelques modèles de la liste d'admissibilité au détriment de d'autres. Et ce qui est d'autant plus fascinant là-dedans, parce que j'ai discuté avec les gens de la CCAQ pour avoir leur opinion. Puis il y a même, tu sais, c'est des concessionnaires aussi qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, Antoine, moi j'ai encore un véhicule qui se qualifie. Est-ce que ça veut dire qu'il se qualifie plus? Tu sais, on me posait des questions. C'est pas moi qui ai les réponses, là. mais à la CCAQ, évidemment, on est tanné là, de se faire brasser, là. Puis on condamne le fait qu'on prend des décisions qui ne sont pas éclairées, qui ne sont pas limpides et transparentes. En plus, on divulgue un message qui est faux parce que ce qu'on dit sur le site du gouvernement, c'est essentiellement ce que je vous ai dit, mais on a en plus envoyé un message aux gens de la CCAQ en disant on a sélectionné uniquement des véhicules qui ne pouvaient pas être commandés à un prix inférieur à 64 999 $, ce qui est totalement faux, parce que vous pouvez acheter un Kia EV9 ou un Ioniq 9 à moindre prix dans les versions d'entrée de gamme. Même chose pour les Lexus, même chose pour les Volvo. Alors, je ne comprends pas pourquoi on est allé renchérir avec une information qui est fausse pour soi-disant rassurer les gens de la CCAQ. Bref, c'est un foutoir et j'ai juste hâte que toute cette aventure de subvention soit terminée et que le gouvernement ne s'en mêle plus. Là, la job qu'ils ont à faire, c'est de réviser leurs objectifs de vente de véhicules électriques pour, 2025. Est-ce qu'il est trop tard? Peut-être pas encore. Il reste 1 mois et quelques jours. Mais 2026, il faudra revoir l'objectif parce que faut pas oublier un truc. On est à peu près à 14-15% de vente de véhicules électriques dans la province actuellement pour 2025. L'objectif est à 22. Ça veut dire que l'écart de 7%, c'est 20 000 $ de pénalité par véhicule vendu là, que ça va coûter aux constructeurs. Imagine-tu à 32,5 où on va se trouver? C'est une catastrophe financière. Et ça, c'est uniquement parce que tu as des fonctionnaires qui sont incompétents et qui ne font pas leur travail adéquatement. Je veux dire, fallait avoir des lunettes roses pour s'imaginer qu'en retirant des subventions à si gros montants, les ventes allaient continuer d'augmenter. Tu sais, ça marche pas, là. Les maths tiennent pas. Non, les maths n'ont pas tenu là-dessus. Alors c'est ça la situation actuelle. Puis il va falloir que tout ce beau monde-là s'assoie ensemble et en arrive à un consensus qui est logique. Parce que sinon, les constructeurs vont courir à leur perte, là. En ce moment, c'est vraiment, vraiment catastrophique comme situation. Autant ça allait bien en 2024 alors qu'on faisait des gros chèques de 12 000 à tout le monde, autant là, c'est une réalité qui est tout autre. Et l'ironie là-dedans, comme je l'ai déjà dit ici à l'émission, c'est que les véhicules électriques aujourd'hui coûtent pas plus cher que l'année passée. Non. Puis il faut reconnaître que le mouvement est un peu partout pareil dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gouvernements qui coupent les subventions, qui les réduisent progressivement, et les baisses de marché qu'on observe au Canada, c'est partout pareil dans le monde. Donc, l'adoption des véhicules électriques est en train de se faire. De toute façon, c'est une réalité qui va rester sur le marché. Bien sûr. Mais à la vitesse qui était prévue, ça n'arrivera pas. Parce que c'est pas juste le Canada, les États-Unis, les ventes d'électriques sont en baisse. En Europe, les ventes d'électriques sont en baisse. Il y a à peu près qu'en Chine qu'elles continuent à monter. Oui, et tu sais, ce qui est d'autant plus ridicule, c'est grâce à une offre locale et soutenue par le gouvernement. Donc, il n'y a pas de miracle non plus. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ce qui est d'autant plus ridicule, c'est que les objectifs ne sont pas les mêmes
d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, comment tu veux t'ajuster? C'est un vrai bordel, là, Ouais, ce qu'on constate en ce moment. pas Alors, voilà. Si vous avez envie de vous acheter une Charger de 107 000 ben, sachez que vous avez encore droit à un beau rabais de 4 000 subvention de notre gouvernement. Le guide de l'auto. La voiture dont tu nous parles aujourd'hui, Hugues, j'ai une relation un peu bizarre avec cette voiture-là. C'est une des premières que j'ai conduite dans ma vie. Ah, OK. Alors, à l'âge de 16 ans, j'ai un ami qui se fait offrir par son père une Renault Alliance 1983, grise, 4 portes, automatique. Il la détestait. Et il a tout fait pour la détruire. Eh bien, elle aura duré 5 mois avant que la transmission rende l'âme parce qu'il avait décidé de se donner un gros élan vers l'arrière pour ensuite mettre ça sur le drive. Et elle a cédé et ça lui a permis d'obtenir une Honda Prélude de son père. Je pense que son père était un peu naïf, mais c'est quand même une des premières voitures que j'ai conduites et j'en garde de drôles de souvenirs parce que c'était une auto un peu champ gauche dans un marché de voitures compactes américaines et asiatiques. Ben là, il y avait une Renault qui en était pas tout à fait une, finalement. La blague suivante circulait au début des années 80. Connaissez-vous la différence entre Chrysler et AMC? C'est le gouvernement américain qui a sauvé Chrysler et c'est le gouvernement français qui a sauvé AMC. Renault était alors, et jusqu'en 1996, une entreprise nationalisée. Et les voitures qui devaient sauver AMC étaient les Alliances et encore. Au départ, c'était bien parti. Titre de voiture de l'année, débuts commerciaux excellents. Mais au final, elles n'ont fait que retarder l'inévitable. Bon, commence par nous parler de l'alliance, mais entre Renault et American Motors. Être le quatrième des 3 grands n'a jamais été une situation facile, mais AMC a toujours tenu le coup grâce à son ingéniosité et sa flexibilité. Mais durant la période de changement profond... Et quand tu parles de flexibilité, est-ce que tu parles de la flexibilité des châssis? Parce que ça on va dire de l'ingénierie. Okay, mais disons que t'es pas loin non plus. Ouais. Mais durant la période de changement profond, l'ingéniosité ne suffit plus et à la fin des années 70, la compagnie est à la recherche d'un partenaire. Ouais. L'affaire faillit se conclure avec Peugeot, mais c'est finalement en janvier 79 qu'est signé un accord avec Renault pour la distribution de ses produits aux États-Unis et au Canada, excepté le Québec, qui garde son réseau. Dans la corbeille, Renault apporte le projet X42, une traction avant moderne. Les concessionnaires AMC commencent à vendre des Renault dès avril 1979. Mais la deuxième crise du pétrole force AMC à trouver des fonds en urgence. Renault, qui au départ n'avait aucune intention d'investir dans AMC, achète finalement 22,5% des parts de la compagnie dans un premier temps et porte sa participation à 46,4% dans un deuxième. Pour la marque française, le lancement du projet X42 en Amérique du Nord est une priorité. Et quelles sont les voitures qui sont issues de ce projet-là X42? Alors, le premier dérivé est la Renault 9, lancée en Europe en septembre 1981. Il s'agit de remplacer la Renault 14, qui n'a pas connu le succès commercial escompté. Elle repose sur une toute nouvelle plateforme traction avant, avec suspension McPherson à l'avant et barre de torsion transversale à l'arrière. Côté mécanique, on retrouve le bon vieux Cléon fonte remontant à 1962. Le style, signé Robert Opron, un ancien de chez Citroën pour laquelle il a signé les CX et SM, est extrêmement classique. L'intérieur, extrêmement classique lui aussi, se distingue par des sièges avant dits monotraces qui reposent sur des glissières rapprochées, ce qui permet au passager arrière de mieux étendre ses jambes, et les glissières qui sont aussi courbes, autorisant un ajustement en inclinaison. Grâce à sa bonne habitabilité et sa tenue de route, la R9 décroche le titre de voiture de l'année européenne 1982. Elle est rejointe en avril 83 par la Renault 11, une version à haillons qui se distingue par sa bulle arrière, un élément de style en vogue chez le constructeur à l'époque, voire les Renault Fuego et 25, ainsi qu'une planche de bord entièrement différente, signée Marcello Gandini, le designer de la Lamborghini Countach, et une calandre 4 phares. Et c'est ces voitures-là qui, essentiellement, seront américanisées pour être commercialisées chez nous. Là. Exactement. Pour son passage outre-Atlantique, la R9 reçoit plusieurs changements. Esthétiquement, la 44 phare est similaire à celle de la R11. Les feux arrière sont modifiés. Il y a plus de touches de chrome et les rétroviseurs sont fixes. Le CX passe de 0,37 à 0,39. Et surtout, une version 2 portes, unique à l'Amérique du Nord et dessinée chez AMC, est ajoutée à la gamme. Pour passer les normes de sécurité, les pare-chocs sont redessinés et mieux intégrés que sur la version française. Les portières et le toit sont renforcés alors que la colonne de direction absorbe mieux les chocs. L'intérieur est plus cossu, les moquettes sont plus épaisses
et la planche de bord à peine retouchée a droit à des couleurs inaccessibles en Europe. Les sièges monotraces sont conservés car les modifiés auraient entraîné d'importantes modifications de la structure du plancher avant. Mécaniquement, le Cléon fonte de 1,4 litres reçoit une injection électronique Bendix ou une Bosch L-G-Tronic pour la Californie, mais tout l'arsenal anti-pollution fait passer sa puissance de 72 à 56 chevaux. Pire, ce moteur doit pouvoir recevoir la climatisation et être accouplé à une boîte automatique à 3 rapports, la fameuse boîte dont tu parlais. Ben oui. Et la boîte manuelle 4 rapports est de série et la 5 rapports est en option. Dans ces conditions-là, autant dire que les accélérations promettent d'être bien tranquilles. Motor Trend réalisera un 0 à 60 000 à l'heure en 14,6 interminables secondes. Ben, quand même. On a déjà vu pire, là. Oui, mais on a déjà vu mieux. Ah oui, on a déjà vu mieux. Mais à l'époque, c'était un peu la norme. En fait, tu avais beaucoup de voitures compactes avec des transmissions automatiques à 3 rapports qui tuaient toute possibilité d'un tant soit peu de performance et ça donnait ce genre de résultat-là. Bon, l'Alliance a finalement été lancée chez nous pour l'année modèle 83 et le lancement s'est quand même fait en grand, là. Oui. La production à l'usine AMC de Kenosha, dans le Wisconsin, démarre le 21 juin 1982. Si la mécanique et les trains roulants arrivent de France, l'Alliance est considérée comme une voiture américaine puisque son contenu local est de 74%. Renault estime alors le seuil de rentabilité du projet à 100 000 exemplaires par année. Les premiers modèles arrivent en concession en septembre 82 pour le millésime 83. Au Canada, la gamme se compose de 4 versions. Le modèle de base, uniquement en 2 portes, est particulièrement dénudé. Ouais. Il faut payer un supplément pour le dégivrage de la lunette arrière. Au Canada. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Le niveau L, en 2 et 4 portes, offre des éléments de décoration supplémentaires et permet l'accès à des options comme la radio AM/FM à 4 haut-parleurs, l'insonorisation renforcée, le régulateur de vitesse, les vitres teintées ou le groupe visibilité. Le niveau DL, en 2 et 4 portes, ajoute l'horloge digitale, le compte-tours, les vitres teintées, une meilleure sellerie, le groupe insonorisation, les cendriers arrière, la transmission manuelle 5 rapports et peut bénéficier contre supplément des vitres électriques ou du verrouillage central, avec ou sans télécommande, une vraie nouveauté pour l'époque. Tu as oublié aussi les enjoliveurs en tôle qui étaient de toute beauté. Exactement. Quant au niveau Limited, uniquement en 4 portes, il offre une moquette plus épaisse, la coudoir arrière, le groupe visibilité, le groupe éclairage ou les phares à iode et peut recevoir en option, s'il vous plaît, l'intérieur cuir. Les prix vont de 6 450 $ pour une 2 portes de base à 8 665 $ pour une Limited. Les choses démarrent bien. Le magazine Motor Trend lui accorde son titre de voiture de l'année 83, une première pour AMC depuis 1963. Et j'ai la copie du magazine à la maison où on dévoile ça. Nice. Ouais. Et Car and Driver l'inclut dans sa liste des 10 meilleurs modèles. Comme en Europe, l'Alliance séduit par son comportement routier et son habitabilité, mais aussi par sa consommation d'essence, ses niveaux d'équipement, ses tarifs compétitifs et, on va en reparler un peu plus loin, sa qualité de construction. Ouais, c'est ça. Les 2 magazines publieront d'ailleurs plus tard des excuses formelles. Dans son édition de 1983, le guide de l'auto conclut « Le jeu de mots est sans doute facile, mais il faut bien admettre que l'alliance de Renault-AMC est un heureux mariage de raison et fort probablement l'une des meilleures petites voitures à traction avant sur le marché à l'heure actuelle. » Bref, toute la presse est sous le charme et les acheteurs aussi. La production pour le millésime 83 s'élève à 142 205 exemplaires, incluant 3000 exemplaires de la série spéciale MT, tous gris anthracite, pour célébrer le titre du magazine Motor Trend. Et ça, c'était uniquement disponible sur le marché américain. On n'a pas eu ça chez nous non, je au ne Canada. penserais pas. C'est ça. Bon, Renault a complété sa gamme en 84 avec essentiellement la Renault 11. Exactement. Donc, si la gamme Alliance n'évolue guère pour le millésime 84, si ce n'est des prix qui prennent une grosse augmentation, un nouveau modèle est ajouté, l'Encore. Comme tu le dis, il s'agit d'une version américanisée de la Renault 11, fabriquée aussi à Kenosha. Très similaire à l'Alliance, elle en conserve la planche de bord, mais elle est cependant destinée, selon Renault, à une clientèle plus jeune et plus dynamique. Ouais. OK. Sa gamme est plus ou moins calquée sur celle de l'Alliance, une base en 3 portes, la S en 3 et 5 portes, la LS en 3 et 5 portes et la GS en 3 portes. Les prix de l'Encore vont de 6 970 à 8 890 $ canadiens. Là encore, la réaction est positive. AMC fabrique 87 609 Encore, en plus des 121 015 Alliances, pour un total donc de 208 624 exemplaires. Et c'est du monde, ça. À la fin de l'exercice 84, AMC a dégagé un petit profit de 15,5 millions de $ et vient de lancer un véhicule hautement important pour son avenir. Ben oui.
le Jeep Cherokee XJ. L'avenir s'annonce enfin radieux. Bon, il y a des évolutions intéressantes pour 1985 aussi. Lancé à l'automne 83 en France, le moteur F de 1,7 litres arrive en Amérique du Nord dans une version à injection développant 77 chevaux un an plus tard. Ouais. Indisponible sur les modèles de base, il est offert en option sur tous les autres niveaux et vient de série sur l'Encore GS et une toute nouvelle carrosserie, le Cabriolet Alliance, proposé en version DL. Jamais diffusé en Europe, ce cabriolet a été développé en collaboration avec ASC pour American Sunroof Company. Il s'agit à la base d'un coupé qui est envoyé sur une petite chaîne de montage parallèle. Là, le toit est découpé et des renforts structuraux sont ajoutés avant de rejoindre la chaîne principale. Très équipé, le cabriolet vient sensiblement plus cher que les autres modèles de la gamme Alliance, qui va de 6 999 à 9 900 $. Le cabriolet, lui, demande 13 990 $. Quand même. Hein. Mais tout ceci ne suffit pas à maintenir les ventes. 91 664 Alliances et 58 525 encore sont produites, soit un total de 150 189 exemplaires. Il faut dire que depuis le lancement de l'Alliance, le marché a évolué. La baisse du prix de l'essence depuis fin 84 a rendu les compacts moins séduisantes et les constructeurs japonais sont sur l'offensive. Malgré les bons résultats de Jeep, AMC plonge dans le rouge pour l'exercice 85, 125 millions de $ de pertes. Ce qui tombe très mal car Renault en Europe est aussi en situation difficile. Ben ouais. La marque vient d'annoncer des pertes records fin 84 et son PDG Bernard Arnault, l'architecte de l'alliance avec AMC, est limogé pour être remplacé par Georges Besse. Le gouvernement français demande à ce dernier de mettre de l'ordre dans les comptes au plus pressant. L'aventure américaine commence à sentir le soufre dans les bureaux de Boulogne-Billancourt. Et ce qui est dommage, c'est qu'en 86, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Oh que non. Cette année-là, AMC n'a pas grand-chose à proposer, mais il faut tenir le coup en attendant les nouveautés importantes prévues pour 87. Les calandres avant sont redessinés avec des phares un peu plus fins, le tableau de bord est remanié et les suspensions sont revues. Côté gamme, l'Alliance Limited est supprimée, tout comme l'Encore 3 portes de base. Une version de base de l'Alliance 4 portes est ajoutée. Les prix se stabilisent, 6 999 à 8 850 $ pour l'Alliance, 14 065 $ pour l'Alliance Cabriolet et de 7 925 à 9 375 $ pour là encore. Mais les ventes plongent. En plus d'une désaffection du segment, le magazine Consumer Report écrit durant l'année noir sur blanc ce que beaucoup de possesseurs d'Alliance et d'Encore savent déjà, la fiabilité mécanique est l'une des pires de la catégorie. Malgré des rabais et des taux d'intérêt avantageux, la production descend à 67 110 Alliances et 19 109 encore. Le total de 86 219 exemplaires représente une baisse de 42%. AMC doit agir. Bon, et c'est là que Chrysler va entrer en ligne de compte, là. Et oui, au mois de mars 86, Lee Iacocca, PDG de Chrysler, et Georges Besse se rencontrent pour parler de projets d'association ponctuels. Chrysler a besoin de capacité de production et AMC est en surcapacité. En juillet 86, un accord est signé entre les deux groupes pour la fabrication des modèles Chrysler de plateforme M, Dodge Diplomat ou Caravelle au Canada, Plymouth Grand Fury et Chrysler Fifth Avenue, à l'usine de Kenosha, à côté des Alliances et de l'Encore. Mais Iacocca en veut plus et a maintenant l'idée d'acquérir Jeep, le joyau d'AMC. Dès la deuxième moitié de 1986, des discussions secrètes ont lieu entre Chrysler et Renault sans que les gens d'AMC soient au courant. Iacocca veut Jeep et seulement Jeep. Mais Besse veut tout vendre ou rien. Chez Chrysler, tout le projet est pris très au sérieux et l'opération est baptisée Projet Titan. Pour le millésime 87, les calandres sont modifiés, le nom encore disparaît au profit d'Alliance Hatchback et les prix grimpent de nouveau de 7 674 $ pour une 2 portes de base à 10 544 $ pour une hatchback 3 portes GS. Le cabriolet, quant à lui, demande 15 169 $. Mais la grosse nouveauté de l'année, c'est le lancement du modèle sportif GTA en 2 portes et cabriolet. Ouais. Doté d'un pindice aérodynamique et de jantes spécifiques, il reçoit un 2 litres de 95 chevaux et une boîte 5 rapports raccourcis. Doté d'un équipement complet, il est vendu 11 999 $ en 2 portes et 16 450 en cabriolet, ce qui explique sa rareté. Seulement 5 515 coupés et 1029 cabriolets seront fabriqués. Mais c'était une voiture intéressante en conduite. Ça n'avait pas une puissance, c'était 95 chevaux à peu près. Là. Dans ces eaux-là, oui. Mais c'était une voiture qui était dynamiquement intéressante, surtout en coupé, là, parce qu'en cabriolet, c'était pas mal plus mou. On parlait de flexibilité. Tu parlais tantôt de renforcement de châssis, pas tant que ça. Il en manquait un petit peu encore. Oui, c'est ça. À l'automne, les discussions continuent.
L'État français veut se débarrasser d'AMC, mais Bess hésite encore car il voit du potentiel dans le futur. L'ouverture de l'usine de Bramalea en Ontario, dont on a parlé régulièrement, lancement des futurs médaillons basés sur la Renault 21 importée de France et des premières qui seraient produites au Canada, ainsi que le lancement du futur Grand Cherokee ZJ, initialement prévu pour 90. George Bess n'aura pas le temps de prendre sa décision. Il est assassiné devant chez lui le 17 novembre 86 par les membres du groupe terroriste Action Directe. Son remplaçant, Raymond Lévy, est nommé exactement un mois plus tard. Les négociations avec Chrysler reprennent en février 87. Lévy est bien décidé à ne pas faire traîner les choses. Après une fin de semaine de négociations acharnées, une lettre formelle d'intention est signée le lundi 9 mars entre Chrysler et Renault pour le rachat complet d'AMC. Le but de Chrysler est clair, garder Jeep et démanteler AMC. Après la signature finale du contrat, l'une des premières décisions de Chrysler sera d'arrêter la production des Alliances et encore, qui devait initialement durer jusqu'en 1989. Ces deux modèles entrent en concurrence trop directe avec les produits Chrysler, Dodge Shadow et Plymouth Sundance, et ne se vendent plus bien de toute façon. La dernière Alliance 87 sort des chaînes le 5 août 87, après 36 336 exemplaires. Le nom Renault allait disparaître d'Amérique du Nord pour être remplacé par celui de Eagle, mais ceci est une autre histoire. Bon, puis il y a eu d'autres projets qui ont été avortés en plus de ça. Là. Ouais. Alors, en plus des carrosseries de 2 portes et cabriolets, exclusives à l'Amérique du Nord, AMC a aussi étudié d'autres modèles exclusifs au continent. Début 82, le bureau de design dirigé par Dick Teague commence l'étude d'une version familiale. Une maquette à l'échelle 1 est fabriquée, mais le projet est abandonné en février 83. Le cabriolet est préféré avec, pourtant, un potentiel commercial bien moindre. En attendant le lancement des médaillons et premiers, une super alliance est développée. Baptisée X52, elle était plus longue et plus large et intégrait une vitre arrière additionnelle sur le côté. Le projet X52 prend finalement du retard et il est arrêté en 85. Enfin, une version diesel non turbo a été un temps testée. On imagine à peine les accélérations lymphatiques avec la boîte automatique. Merci beaucoup, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Alors cette semaine, Antoine, tu vas nous parler de voitures extrêmement différentes. À commencer par une grosse berline coréenne. Une grosse berline coréenne, la Genesis G90. Et moi, j'ai toujours eu une fascination pour ces grandes berlines de luxe coréennes, incluant les Equus qui ont été vendues chez nous au début. C'est une grosse tradition qui remonte déjà aux années 80. La Kia K900, c'est toutes ces voitures-là qui sont vendues au compte-gouttes. Et la G90 ne fait pas exception à la règle. On en a vendu 22 l'an dernier au pays. Alors, c'est dire à quel point. 8 au Québec, 22 au Canada. Alors, c'est une voiture extrêmement rare. Et j'ai eu la chance cette année d'aller faire mon tour du côté de la Corée du Sud, à Séoul, où ces voitures-là sont omniprésentes. Là. Absolument. On en a vendu l'an dernier plus de 15 000 uniquement en Corée. Et ce sont des voitures extrêmement populaires. Bon, c'est un marché qui est évidemment complètement différent, où plus de 80% des véhicules qui circulent sont coréens. Alors, c'est sûr que ça change la donne. Mais la G90, c'est une voiture qui est populaire là-bas. Comme évidemment la G80 qu'on voit aussi en quantité super impressionnante. Et c'est une auto qui se démarque. Je trouve que le look est totalement réussi. On a réussi chez Genesis avec cette voiture-là ce qu'on n'a pas réussi chez Lexus, c'est-à-dire de la faire vieillir en beauté. Que la voiture soit désirable. Bon, évidemment, il faut être dans le marché pour ce genre de produit-là. Là, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais, mais c'est une voiture qui, au plan du look, est totalement réussie, si vous voulez mon avis. Mais moi, je suis moins amateur, mais ce que j'apprécie, c'est qu'elle a une vraie personnalité qui lui appartient. Elle essaye pas d'être autre chose qu'une Genesis. Non. Elle essaye pas de copier Mercedes ou Audi ou quoi que ce soit. Il y a une vraie personnalité. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas dire que ça soit une voiture générique qui ressemble à d'autres. Absolument. Bon, et là, si vous voyez les images à l'écran, si vous nous regardez en vidéo, c'est la nouvelle édition noire qui a été commercialisée cette année. Et quand je dis noir, c'est pas la couleur, c'est l'ensemble noir. Ça veut dire que tout ce qui est chromé sur la carrosserie d'ordinaire est remplacé par du noir lustré. Alors, ça fait en sorte que la bagnole a un caractère un petit peu plus, je sais pas si je pourrais dire mafiosi là, ou quelque chose comme ça, mais c'est pas faux. Un petit peu sombre, qui est loin d'être désagréable. Ouais, mais je
trouve que c'est totalement réussi. Et ça, ben, avec cette édition-là, on l'a en noir ou en blanc uniquement, là. Mais c'est une bagnole qui va vous offrir un niveau de confort remarquable, une technologie qui est vraiment impressionnante, qui a rien à envier à une Lexus LS, là. Bon, là, vous allez dire, oui, mais une classe S, c'est quand même plus raffiné. Oui, il y a plus de technologie à bord d'une classe S, mais une technologie qui est à peu près impossible à exploiter tellement c'est compliqué. C'est exactement ça. Alors que dans cette voiture-là, tout tombe parfaitement sous la main. Il n'y a rien qui est trop complexe. Il y a une quantité de gadgets incroyable. À partir du moment où tu t'installes à bord de l'auto, tu appuies sur le frein, tu n'as pas démarré, la portière se referme d'elle-même sur toi. Évidemment, tu as la mémoire des sièges qui sont chauffants, massants, ventilés. Tu as un super système audio. Tu as un niveau de raffinement, d'insonorisation, de qualité d'assemblage qui est exceptionnel. Et c'est une voiture qui n'est pas donnée, évidemment. C'est dans le cas qui nous concerne, c'est 121 500 $. Alors, c'est quand même une voiture quand même assez chère, mais pas si tu la compares à une allemande. Ben, c'est ça. Et tu vois, moi, une série 7 de BMW, je trouve ça hideux en termes de design. On avait déjà parlé, on est d'accord. Et même si c'est une auto qui est peut-être un peu plus performante que ça, je serais pas capable. Non. Et c'est aussi une auto qui va coûter 50, 60, 70 000 $ de plus que la Genesis. Puis, bon, dans tous les cas, ça perd de la valeur. Alors, c'est pas... Oui. tu sais, peu importe la grande berline qu'on achète, il y a une dépréciation soutenue qui vient avec ça. Mais je trouve que c'est une auto qui est méconnue, qui gagnerait à être connue, et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont tannés de composer avec des produits allemands qui pourraient trouver leur compte dans cette voiture. Il y a l'aspect fiabilité aussi qui, je pense, joue beaucoup. À date, Genesis sort des chiffres qui sont excellents, je pense meilleurs que ceux des constructeurs allemands dans ce domaine-là. Ben, on parle évidemment de façon générale parce que disons que l'historique de fiabilité des G90, considérant leur faible diffusion, il est difficile à obtenir. Mais c'est une mécanique qu'on connaît. D'ailleurs, c'est la même motorisation que vous allez retrouver sous le capot du GV80 coupé. Et c'est un 6 cylindres biturbo compressé, mais avec compresseur électrique pour venir assister ce moteur-là. Ça permet d'avoir un couple initial qui est pas le mal plus intéressant parce que on le sait chez Genesis, chez Hyundai aussi d'ailleurs, il y a une espèce de délai à l'accélération. La réponse de l'accélérateur est longue et ça vient éliminer une partie de ce problème-là. Le fait d'avoir un compresseur électrique sur cette mécanique-là, ça en fait pas une fusée d'accélération. C'est puissant. Mais c'est pas le but de toute façon. Mais c'est pas le but. Et ça a beau être une très, très grosse voiture, je peux vous dire ceci, les 4 roues directionnelles permettent de se faufiler assez facilement en milieu urbain. J'ai été très surpris. Bon, le problème, c'est qu'on a des roues de très, très grand diamètre et que ça peut cogner parfois dur sur nos routes, mais il y a une suspension pneumatique qui permet d'amortir tout ça pour qu'au final, tu as une conduite vraiment intéressante. Alors, c'est une auto que j'aime beaucoup, qui est différente de ce qu'on voit. Et puis, c'est aussi le fun de conduire quelque chose de différent de ce à quoi on est habitué tout le temps. Alors, j'ai trouvé que c'était une auto, comme tu dis, qui a une bonne personnalité, qui roule bien. Moi, j'avais déjà fait le trajet Montréal-Détroit aller-retour dans cette voiture-là lorsque c'était sorti et j'en garde de très bons souvenirs, mais j'avais envie de la redécouvrir suite à ma visite du côté de la Corée parce que là-bas, c'est une auto qui connaît beaucoup, beaucoup de succès. Sinon, tu vas nous parler d'une voiture compacte très accessible que tu as conduit récemment. Ah oui? Oui. Compact, oui, par rapport à sa grande sœur. Accessible, pas pantoute. Probablement pas, non. Pas pantoute. Alors, c'était un peu du mot. Alors, PDSF, avant les frais de transport, préparation de concessionnaire et avant toute option, c'est 432 490 $. Et à ça, il faut ajouter une taxe de luxe. Hein? Alors, la seule taxe de luxe sur ce montant-là, c'est 43 249 $. Alors, déjà, vous partez avec une facture qui oscille autour du 475. Vous ajoutez ensuite l'ensemble qu'on appelle alleggerita, qui veut dire allègement en italien. Et ça, c'est un groupe d'options de 75 000 $ qui consiste à ajouter de la fibre de carbone sur une voiture. Mais sur quelle voiture? Parce que tu nous l'as pas dit. Je l'ai pas nommé. Hein? C'est la Lamborghini Temerario. Puis je le dis avec un accent parce que je trouve ça plus exotique. Eh bien sûr. Alors, c'est une bagnole qui remplace l'Huracan que j'ai pu aller conduire la semaine dernière, mais dans des conditions quand même assez spéciales.
Alors, l'invitation nous avait été acheminée pour que je puisse aller la conduire sur le circuit de Sonoma, en Californie, qui est une piste magnifique. Et j'avais très hâte, non seulement de conduire la voiture, mais de rouler sur ce circuit-là, qui est légendaire. Eh bien, disons que ça a été un rendez-vous un peu raté parce qu'il a plu des cordes toute la journée. Et donc, on a réussi à rouler un peu sur le circuit, mais à un certain moment donné, on pensait littéralement annuler la journée tellement il pleuvait fort. Et ces photos-là ont été prises en fin de journée, soit dit en passant, là, ceux qui nous regardent en vidéo. Là, il y a plu à torrent toute la journée. Je peux vous dire que les essuie-glaces ont travaillé aussi fort que les pneus pour garder la voiture en piste. La Temerario, ça vient remplacer l'Huracan et le gros défi de Lamborghini, c'est évidemment d'amener l'hybridation dans cette voiture-là qui est une obligation. Alors, moteur V8 4 litres, carter sec, transmission double embrayage. Entre les deux, il y a un moteur électrique. Ça, c'est pour l'arrière. Et à l'avant, vous allez retrouver 2 moteurs électriques, un au niveau de chaque roue. Alors, ces moteurs-là vont avoir plusieurs mandats. D'abord, de permettre aux conducteurs de circuler en mode Cheetah, c'est le mode ville, où là, vous roulez uniquement sur les roues avant. C'est une Lamborghini à traction, littéralement. Et ça permet de circuler sur une distance de 8 à 10 km en tout silence, uniquement en mode électrique, parce qu'évidemment, il y a une batterie de 3,8 kWh qui est logée entre les deux sièges sous la console, qui, elle, va permettre d'alimenter les moteurs électriques pour pouvoir rouler en électrique. Et ben, ça permet justement, par exemple, de sortir du quartier résidentiel où vous êtes sans faire démarrer la mécanique, de sortir de certaines villes. Par exemple, à Londres, il y a des quartiers où vous ne pouvez pas rouler avec un moteur à essence. Alors, ça permet justement de contourner ces règles-là pour qu'ensuite, vous puissiez faire démarrer le moteur V8 et aller chercher une puissance maximale de 907 chevaux. Le moteur V8 à lui seul fait 789 chevaux, mais en combinaison avec les 3 moteurs électriques, c'est 907 chevaux de puissance. C'est 2,7 secondes pour le 0-100 km/h, 7,10200 et on dit 343 km/h en vitesse de pointe, ce que je n'ai pas pu tester, évidemment, sur l'eau. J'ai jamais roulé à cette vitesse-là, pour être honnête. Là. J'ai jamais réussi à passer le cap des 300 km/h personnellement au volant d'une voiture, et c'est pas grave, je m'en porte très bien. Alors, on va croire les gens de Lamborghini sur parole. Cela étant dit, les moteurs électriques ont aussi cet avantage de devenir des vecteurs de couple et de stabiliser la caisse, parce que mon expérience jusqu'à maintenant avec les hybrides rechargeables dans les exotiques n'a pas été si impressionnante. J'ai conduit l'Artura, qui est une voiture que j'ai énormément appréciée à la conduite, mais qui est un cauchemar de fiabilité. Je suis tombé en panne avec une 296 GTB du côté de chez Ferrari. Même chose avec la Corvette E-Ray, qui n'a pas voulu démarrer parce que la batterie au voltage s'était drainée. Alors, j'avais un peu peur à cette voiture-là, et c'est une des premières questions que j'ai posées aux gens de Lamborghini. Est-ce que vous vous êtes assuré que la technologie qu'on retrouve dans cette voiture-là sera en mesure de faire en sorte qu'on ait une fiabilité qui soit décente? Et on a levé la main en disant, ben nous, on a cet avantage de faire partie du groupe Volkswagen et d'avoir une technologie qui a été étudiée et testée à maintes et maintes reprises. Et j'ai pas le choix d'admettre qu'ils ont raison. Non, ça, là-dessus, il faut leur donner. Là. Alors, et c'est une auto qui est qu'on sent peut-être un peu plus lourde que la 296 GTB. Là, évidemment, très difficile d'avoir des comparatifs quand tu conduis sous la pluie battante. Ouais, oui. Mais il y a jusqu'à un nombre total de 13 modes de conduite avec cette auto-là, parce que tu peux rouler en mode hybride, en mode recharge, ce qui permet de réalimenter la batterie lorsque l'énergie s'est épuisée. L'auto n'est pas branchable. Elle est branchable. Elle est branchable, mais tu la brancheras jamais. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Et finalement, ben, tu vas avoir le mode performance où là, le V8 est tout le temps en place. Là. Alors, c'est littéralement ça. Et grosso modo, c'est une bagnole dont la puissance d'accélération est incroyable, mais tu as une maniabilité qui est vraiment surprenante et tu ne te sens pas contraint ou restreint parce que tu as une technologie hybride. D'accord. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec d'autres rivales. Bon, là, rendu là, c'est un coup de cœur. Tu sais, je suis pas là pour dire, ah oui,
je vous suggère ça plutôt qu'un autre. Quand tu as un coup de cœur pour une bagnole à ce niveau-là, tu l'achètes puis t'écoutes pas Antoine. Là. Mais, non, mais, bien d'accord. Mais c'est une bagnole qui m'inspire un peu plus confiance parce que reste que t'as un mode... Et puis ça chante, là. Le V8 va jusqu'à 10 000 tours minute. Ouf, ça doit, oui. Alors, tu sais, ça sonne comme une F1. Ça a aucun sens. Et c'est sûr que le son de la Revuelto avec un V12, c'est encore plus impressionnant. Mais le truc dans cette bagnole-là, c'est que tu as un couple constant de 0 tours minute jusqu'à 10 000. Parce que de 0 à 2 000 tours minute, tu as évidemment le couple électrique. Mm-hmm. Après ça, ben, tu as les turbocompresseurs du moteur V8 qui font le travail jusqu'à peut-être 7 000 tours minute. Puis après ça, tu as la cylindrée du V8 qui pousse jusqu'à 10 000 tours. Donc, ça travaille en continu avec une linéarité qui est vraiment impressionnante. Puis même si on n'a pas pu pousser la voiture à sa limite, forcément, on a été capable de la faire chanter assez haut. Il y a un mode drift. Alors ça, on l'a essayé. Ah bah oui, là! Et là, je peux te dire que je faisais chanter la mécanique et que c'était super agréable de le faire. Alors, remplaçante de l'Huracan, ça arrive en ce moment. Évidemment, c'est la première d'une longue série de Temerario qui vont être offertes. On va arriver avec un Spider prochainement. Et j'ai parlé aux ingénieurs, puis j'ai dit là, une des Lamborghini les plus tripantes que vous avez faites ces dernières années, c'est la Sterato. Là. Alors, est-ce que vous avez des plans de ramener ça? Et ce qu'on m'a répondu, sans confirmer la chose, c'est t'es pas le seul à triper là-dessus. C'est sûr que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Alors, attendez-vous à ce que, éventuellement, il y a une version équivalente à la Sterato qui revienne sur le marché, mais on va d'abord, évidemment, ça va prendre une couple d'années parce qu'ils sont très, très forts pour décliner petite version après version après version après version. Ouais. Donc, ça va prendre du temps pour qu'on se rende là. Et tu vois, le truc qui m'inquiétait aussi, on va conclure là-dessus, c'est la dépréciation. Parce que, bon, on va se le dire, là, une fois que tu as rajouté les taxes de luxe, les ci, les ça, les options, t'es à 600 000 $, c'est ce que ça coûte. C'est ça. Puis ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'une 296 GTB ou une McLaren Artura, ça perd sa valeur de façon épouvantable parce que ce ne sont pas des véhicules qui sont recherchés par les collectionneurs, alors qu'une F8 Tributo a gardé sa valeur. Il n'y aura aucun problème avec ça. Ouais. Alors j'ai posé la question, est-ce qu'on risque de constater la même chose avec ça? Et j'ai l'impression que le fait qu'on ait gardé un V8, que le fait qu'on ait gardé un V12 dans la Revuelto, donc ça va considérablement aider. Ça va considérablement aider. Et on n'a pas non plus l'intention d'ouvrir les vannes de production. On va quand même continuer de limiter la quantité de voitures fabriquées. À peu près 55% de tous les Lamborghini produits, ce sont des Urus. On n'en sera pas surpris. Non. Et on en fait à peu près 5 000 par année. Donc, entre la Revuelto et la Temerario, ben, ça voudrait dire à peu près 4 500 unités de ces voitures-là qui seront fabriquées au total à l'échelle mondiale. Donc, il n'y aura pas une quantité si phénoménale que ça et ça risque de faire en sorte que la rareté fasse... Puis la valeur tienne. Ben, que la valeur tienne, exactement. Alors, belle expérience, mais j'ai hâte de reconduire la voiture dans des conditions un peu plus normales, parce que là, c'était mouillé pas à peu près. Merci tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.